Quand on lui a fait peut-être miroiter de dire si tu es tout seul, on va te trouver ça, tu vas gagner plus d'argent, tu pourras te faire une meilleure notoriété, profites-en maintenant de te séparer d'elle. Et c'est ce qu'il a fait. Et moi, je l'ai vécu comme une trahison. Tu t'es sentie lâchée par Laurent Ronac? Complètement lâchée. Je me suis sentie trahie. Pour moi, c'était une vraie trahison. Là où je suis en colère, c'est que oui, il m'a évincée, il a tout fait pour que moi, je n'avance pas dans ma carrière. Et ça, je lui en veux pour ça. Bonjour Angelina Toffoli. Bonjour Sam, Zira. Comment vas-tu? Ça va très bien et merci de m'accueillir ici, je suis ravie. Oh bah avec plaisir. Merci. Alors, pour tout te raconter, si vous avez reconnu le visage d'Angelina, ça vous rappelle certainement des souvenirs qui datent d'il y a presque 20 ans. 20 ans maintenant. Ben oui, moi je te regardais à la télévision aux côtés de Laurent Ronac dans Mon incroyable fiancé. Nous étions en 2005. Oui. C'est quand même une émission qui a marqué ta vie. Oui. Mais pour autant, j'ai constaté que tu es passée de Adeline, puisque tu t'appelais Adeline dans Mon incroyable fiancé. C'était sur TF1. Oui, tout à fait, c'est bon. À Angelina. Oui. Je vais t'expliquer. Ouais, je veux bien que tu c'est ça, hein, je sais que... Je me suis dit, mais est-ce qu'en fait, Angelina n'assume plus son passé dans Mon incroyable fiancé? Est-ce qu'Adeline était un faux prénom pour l'émission? Mystère. Non, je vais te donner la vérité. Alors, sur mes papiers d'identité, je suis bien née sous Adeline, Angelina, Elisabeth. Donc Angelina était mon deuxième prénom. Mais pour la petite histoire, je suis d'origine italienne. Dans ma famille, et mon frère s'appelle Sandrino. Il a le prénom italien. Et j'avais demandé à mes parents pourquoi vous m'avez appelée Adeline et pas Angelina, à mon triste sort. Et ils m'ont dit, bah oui, mais non, mais c'est le prénom de ta grand-mère, Angelina, et on a mis l'autre prénom de ton autre grand-mère, et on ne voulait pas qu'il y ait de jalousie. Donc on a choisi un autre prénom, Adeline, très français, voilà, et puis c'est tout, quoi. Et moi, j'étais très triste et très déçue de ne pas pouvoir m'appeler Angelina, alors que c'est le prénom que j'aurais dû porter. Donc j'ai dû attendre quelques années de maturité et d'affirmation de soi, et j'ai dit, en fait, non, Angelina, c'est comme ça que j'aurais dû m'appeler, je vais m'appeler Angelina. C'est incroyable. Donc en fait, tu t'es auto-changé de prénom. C'est ça, et à mon école, partout, voilà, mes amis, Angelina, et mes parents m'appellent Angelina. Ils ne m'appellent plus Adeline. Par contre, pour l'émission, j'étais encore sur les deux, donc mes parents m'appelaient déjà Angelina. Et ils me donnent même un diminutif qui est Angie. Et mon père m'avait dit, écoute, si l'émission ne fonctionne pas, vu qu'à l'époque, je ne savais pas trop où je partais, je ne savais pas que c'était Mon incroyable fiancé. Hein. Moi, je partais encore pour un genre de bachelor, rien à voir avec le projet qui a été final. Tu vas nous expliquer. Oui. Et mon père me dit, surtout, tu ne dis pas que c'est Angelina, tu dis bien Adeline, comme sur tes papiers d'identité. Comme ça, si l'émission ne fonctionne pas, qu'elle ne marche pas, tu t'en fiches, tu portes pas ça sur toi toute ta vie. Donc il a eu raison. Et puis finalement, c'est pas plus mal parce qu'Adeline est associée qu'à Adeline de Mon incroyable fiancé. Et en tant qu'Angelina, pour moi, j'ai ma personnalité entière. Oui, ça te dissocie un petit peu du personnage qui a tellement marqué les Français que 20 ans après, tout le monde se souvient de scènes cultes. Exactement. Et on m'en parle encore. Et même là où je vis, moi je vis en Bourgogne, à Dijon, mes clientes, là j'ai un salon d'esthétique, me reconnaissent, elles savent qui je suis, mais même celles qui ne sont pas mes clientes ou mes clients, les gens savent qui je suis, il y a un grand respect. Et à chaque fois, il y a toujours une petite allusion à l'émission, mais tu sais, vraiment tout doux, tout. On dit, oh, vous m'avez fait rire, hein. Ou vous m'avez fait pleurer, vous m'avez touché. C'est incroyable, 20 ans après, tu as encore des personnes, quand tu vas faire tes courses ou qui viennent dans ton salon de beauté, parce que tu vas nous en parler, tu as fait une reconversion professionnelle, je ne sais pas. Je t'expliquerai. Voilà, tu vas tout nous expliquer. Et 20 ans après, il y a encore des gens qui te disent je me souviens. Oui, et j'ai 20 ans après. Et ce qui est drôle, c'est quand on a fait le tournage avec Laurent à l'époque, toute l'équipe de tournage et puis directeur de casting, enfin toutes les personnes qui étaient présentes sur le tournage, dont Angela Lorente, qui était la productrice. Hein. Je l'adore. Moi aussi. Angela, si tu nous vois, des bisous, parce que je l'adore, on est toujours en contact. Et ils avaient dit, écoute Angelina, donc Adeline, l'émission, si elle fait un carton, et elle fera sûrement un carton, parce que pour eux, ils en étaient sûrs. Donc dernier jour de clap de fin du tournage, et ils ont dit, dans 20 ans, on en parlera encore. Et dans 20 ans, on en parle encore, et ils avaient raison. Donc il y a eu une prédication, je ne sais pas, ils avaient raison. C'est Angela Lorente, la productrice, qui t'avait dit ça? Oui. Ah ben elle avait pleinement raison. Alors rappelons le concept de Mon incroyable fiancé pour les plus jeunes qui en ont certainement entendu parler, mais qui n'avaient pas regardé à l'époque. La production réunit en fait un couple improbable avec une mission, réussir à faire accepter leur mariage par leurs familles respectives. S'ils réussissent à faire croire à cette union, ils peuvent se partager la somme de 100 000 €.
Tu vas nous en parler par la suite, c'est beaucoup plus que tu auras touché, il y a certainement une raison. Du moins, en tout cas, toi, Angelina, Adeline, anciennement, c'est pas comme ça qu'on te l'avait vendu. Ah non, pas du tout. Tu avais 24 ans déjà. J'ai 24 ans, même 23 ans quand je me fais repérer. Je faisais alors à la base, j'ai fait mon diplôme d'esthétique, Oui. donc c'est pas anodin ce que je fais aujourd'hui. Mais comme j'étais jeune, j'avais envie de voyager. On m'a dit, oh t'es jolie, tu devrais faire de l'événementiel, du mannequinat. Et j'ai fait ça en fait. J'ai commencé à faire ça. J'ai fait pas mal d'événements sur Paris, notamment le Mondial de l'automobile qui est assez connu. Et c'est comme ça que j'ai été repérée par Glam Productions à l'époque, qui a fait Mon incroyable fiancé. Et il cherchait vraiment le prototype. Une blonde qui avait entre 20 et 25 ans. J'avais 23 ans, ça, c'était très bien. Célibataire, mon mec venait de me larguer, c'était très bien. Et surtout, il fallait avoir la famille qui allait avec. C'est-à-dire qu'il fallait une jeune femme qui était certes blonde, les yeux clairs, enfin un profil très précis. Mais il fallait avoir beaucoup de bienveillance, beaucoup de patience. Beaucoup d'envie aussi de tourner, malgré tout, et d'avoir des qualités pour ça. Ça, je vais le découvrir aussi sur le programme. Et une famille qui allait bien, bienveillante aussi, parce qu'il fallait que le programme réussisse. Donc toi, tu pensais que tu participais à une sorte de bachelor. C'est ça, en fait, moi, on me vend le programme en me disant, comme tu es célibataire, ça ne t'ennuierait pas de participer à un programme genre bachelor. Il y aura 10 garçons. Alors, c'était bachelor, mais version TF1, c'est-à-dire vraiment 10 garçons au fur et à mesure, et des garçons qui s'en vont, il ne restera plus qu'un, et puis il y aura 5 filles. Et moi, je devais faire partie des 5 filles. Et ce que tu ne savais pas, bien évidemment, c'est que Laurent Ournac interprétait le rôle de Laurent Fortin. Son but, c'était de se jouer de toi, se jouer de ta famille, avec sa famille à lui, qui était aussi composée de comédiens. Alors, ils étaient odieux, ils étaient maladroits, vulgaires, intenables. Ils avaient en fait pour mission de te faire vivre un véritable enfer. Comment tu as fait pour supporter ça? Quels sont les premiers ressentis que tu as quand tu découvres ce bachelor? Ah, c'était terrible. C'était terrible, non pas de voir Laurent, mais de comprendre en fait déjà que c'était pas le bachelor. En fait, j'avais l'impression d'être pris au piège de quelque chose que j'avais pas décidé. J'avais l'impression au départ de contrôler. Moi, je fais tous mes castings, etc. Donc, j'arrive au bout du truc, je suis prise, je suis super contente. Et là, c'était vraiment 20 minutes avant de tourner qu'on me dit en fait, il n'y aura que toi. C'est toi l'héroïne du programme. Et par contre, c'est vraiment bachelor. On me dit encore, c'est encore bachelor. Il y aura donc 10 garçons que tu vas pouvoir regarder, choisir. Et donc, c'est quand on va m'accueillir direct, ça tourne. C'est Delphine de Turckheim qui est l'animatrice et qui m'accueille. Et elle me dit, il y a 10 garçons qui sont présents devant moi. Elle me dit, t'en choisis 3. Et c'est là où je dis le fameux c'est dur. Je dis, c'est dur de choisir 3 garçons. Et en fait, j'ai choisi. En fait, je ne vais même pas aller voir 3 minutes. Hein. On me les enlève et on me dit, non, on a prévu un fiancé pour toi. Et c'est là, à partir que là, quand on voit les rideaux rouges s'ouvrir, on voit Laurent qui débarque. Et là, je me dis, c'est quoi cette blague? Tu vois, c'était très violent, émotionnellement. Comment on te vend la suite du tournage? Eh ben, c'est Delphine qui m'explique, presque en direct, voilà, pour la somme de 100 000 €, tu vas devoir accepter de te fiancer avec Laurent, mais c'est vraiment de fausses fiançailles, et d'aller jusqu'au mariage, faux mariage, et de convaincre ta famille, tes amis, que tu vas te marier avec lui. Tu as 15 jours pour faire ça, quoi. Et ça va tellement vite, et il y a tellement de monde, et je me sens tellement obligée de dire oui que je dis oui. Mais dans ma tête, je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais c'est pas grave, j'ai 23 ans, 24 ans, tu vois, on y va, c'est pas grave, je dis oui. Et je me dis, Laurent, finalement, ça va le faire. Sauf que je savais pas que ça allait se passer comme ça, quoi. Et tu penses à ce moment-là véritablement que Laurent est là pour toi? Oui. Je pense que c'est un candidat comme moi, et qui doit jouer le jeu. Est-ce que tu avais donné des critères à la production en termes de style? Ah bah oui. Oui, j'avais donné des critères. On va se parler français. Ah oui? Ensemble, d'accord? On est d'accord. On se l'est tous dit devant notre télé, et je pense que c'était volontaire de la part de la production d'avoir 2 personnalités. Normal, c'était un comédien complètement différent, 2 physiques complètement différents, presque incompatibles de prime abord dans l'inconscient collectif du public. Et oui, puisqu'il faut faire réagir les téléspectateurs, mais surtout mes parents. Donc en fait, c'est ça le but. Et même moi, puisqu'ils attendaient des grosses réactions négatives de ma part. En fait, le but, c'était ça, c'était de faire un côté la princesse, et puis la personne qui est justement qui est vulgaire, qui est pas très propre. Tu vois, il fallait vraiment qu'il y ait une différence. Pour le coup, je me souviens, tu es extrêmement diplomate dans ta façon d'expliquer pourquoi il ne te plaît pas véritablement. Mais est-ce qu'il te plaisait? Non, il ne me plaît pas du tout. Alors, qu'est-ce que tu dis à la production? En fait, je leur disais qu'il ne me plaisait pas, mais que c'était. Alors eux, ils me disaient oui, il faut que tu dises vraiment qu'il est gros, qu'il est moche, qu'il est. Je dis non, je ne peux pas dire ça en fait.
Et moi, tu sais, un peu bête au départ, je ne savais pas qu'on ne devait pas répéter les... Tu sais, en interview, on te dit, tu répètes le mot de l'intervieweur, du journaliste. À ne jamais faire. Et c'est ce que j'ai fait au début. Et au bout de 48 heures, en fait, j'ai compris, en moins de 48 heures, que c'était pas, qu'il m'obligeait à dire des choses que je ne voulais pas dire. Du coup, je me suis réapproprié quelque part le programme et je me suis dit, mais attends, ok, on t'a fait signer ça, t'as pas compris. En gros, j'ai signé 3 contrats en 48 heures. Donc j'ai dit, ok, bon, maintenant tu es là. Tu comprends que tu as un candidat qui est très bizarre avec toi, mais tu vas devoir assumer. Lui, il me dit qu'il n'a pas d'argent, qu'il est en galère, qu'il faut qu'on fasse le truc jusqu'au bout, que je l'aide à gagner de l'argent. Moi, je ne gagnais pas trop d'argent non plus à l'époque, donc je me dis, oui, 100 000 euros, c'est quand même pas mal. Mais lui était au courant de la supercherie? Ah bah oui, lui, il est comédien, il est au courant. Donc, mais moi, non. Donc en gros, c'est une expérience où vous devez faire croire à vos familles que vous allez vous fiancer et en échange, vous aurez beaucoup d'argent. C'est ça, exactement. C'est exactement ça, c'est qu'on doit vraiment faire semblant qu'on est ensemble et qu'on est un jeune couple fou amoureux et qu'on s'est rencontrés dans le programme en fait. Et en off, vous ne vous parliez pas? Non, on n'avait pas le droit de se parler. En fait, moi j'étais isolée tout le temps. C'est-à-dire dès que les caméras ne tournaient plus, on me mettait... j'avais une très grande chambre, c'était très joli, hein, mais j'étais toute seule dans une chambre sans télé, sans musique, sans rien. Si j'avais de la musique, j'avais le droit d'écouter des CD. Mais donc non, on avait le droit... Surtout, on ne devait pas se parler parce qu'ils avaient peur que Laurent craque à tout moment, fasse une petite bourde, tu sais, et trahisse aussi son secret comme quoi il était comédien. Parce qu'il ne fallait pas trop que je m'en rende compte, en fait, même si je vais m'en rendre compte quand même. Donc en fait, au départ, c'est toi qui penses faire une supercherie, alors qu'en fait, c'est Laurent qui est le maître de cette supercherie. Exactement, c'est Laurent qui est le maître de cette supercherie, ouais. Tes parents réagissent comment, pour de vrai? Mes parents sont choqués. Déjà, ils n'ont pas compris, en fait, quand ils ont vu Laurent, parce que déjà, ils se sont dit, c'est pas ses goûts. Ma mère connaissait très bien le style de garçon. Alors, j'ai pas vraiment un style particulier. Moi, il faut que ça vibre, il faut que ça... Mais c'est vrai que juste le petit copain que j'avais avant l'émission, voilà, bah, il faisait du mannequinat avec moi, était grand, costaud, mais costaud dans le sens très musclé. Voilà. Après, j'ai pas d'a priori, même si tu fais pas de muscu, c'est pas... Tu n'as pas d'a priori sur les nounours? Non, en fait... Laurent est un nounours. Bah voilà, donc après, bon... Mais oui, je comprends qu'ils ont été étonnés, qu'ils se sont dit, au-delà du physique, je crois que ce qui les a plus choqués, c'était ses comportements. Le côté vulgaire, c'est pas du tout comme ça... on n'est pas éduqué, enfin, j'ai pas été éduquée comme ça. Même si on est des gens simples, il n'y a pas. Et puis je me vois pas moi être avec un garçon comme ça et passer ma vie avec un mec comme ça dans le côté vulgaire. Non, c'était pas mon truc. Hein. Donc mes parents voient tout de suite qu'il y a un problème. Comment j'ai pu tomber au-delà du physique? Comment j'aurais pu tomber amoureuse de ce garçon-là? T'as déjà eu des doutes pendant le tournage? Bien sûr, j'ai eu des doutes du fait qu'il était comédien. Oui. Oui. En fait, il y a eu un plan qui n'a jamais été visionné, qu'on n'a jamais vu. Les téléspectateurs n'ont pas pu le voir. Une séquence. Un plan, mais une séquence qui a été tournée avec Laurent et un autre comédien qui jouait son témoin. Et ils ont voulu faire vraiment, tu sais, me présenter le témoin de Laurent. On était tous les 3 à table et ça a débordé vraiment. Ils sont partis tous les 2 dans un jeu d'acteurs, mais c'était tellement trop. Et là, je me suis dit, en fait, c'est joué, c'est de la comédie. Donc j'ai compris à ce moment-là que c'était faux. Mais ça c'est que le 3e jour du tournage, en fait. Attends, tu es en train de nous dire 20 ans après qu'au 3e jour du tournage, tu avais compris la supercherie? Oui, au bout du 3e jour du tournage, j'avais compris. C'est pas vrai. Mais si. Et la prod a essayé de me rattraper assez rapidement. Angela est venue me parler dans ma chambre en me disant, non, tu n'as pas vu, ce que tu as vu, tu oublies. Et elle m'a dit, Adeline, tu as 100 personnes qui sont là pour bosser, ils bossent pour toi en fait, parce que c'est toi notre héroïne. Donc c'est toi qui vas porter le programme. Donc tu oublies tout et tu te mets dans la peau que non, c'est bien un candidat, c'est bien, voilà, t'as rien vu, t'as rien compris. Elle m'a dit s'il te plaît. Et du coup je me suis dit ok, on va jouer alors, on va jouer jusqu'au bout. Mais donc en fait à partir du 3e jour, ça veut dire que tu as joué toi aussi la comédie? C'est ça, au bout du 3e jour j'ai été obligée et c'était très dur parce qu'il fallait que je me surveille même en interview, de continuer de faire croire que je ne savais pas. Ah mais alors je m'attendais à tout sauf à ça. Et tu sais, après, quand l'émission a été diffusée, donc j'ai dû dire à mes parents, parce qu'eux ont cru que je ne savais pas jusqu'au bout, puisque j'ai joué la comédie. Et quand je suis rentrée chez moi, je leur dis, il faut que je vous avoue que je savais. Mais j'ai tellement peur qu'au montage, ça se voit, que j'étais en train de jouer. Et en fait, ça ne s'est pas vu. Et les gens ont cru. Et moi, comme j'avais un contrat d'exclusivité avec TF1, on m'avait dit, surtout, tu continues pendant des années à dire que je n'étais pas au courant. Donc pendant des années, je vais dire non, j'ai rien vu. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je suis libre. Aujourd'hui, je suis libre dans le sens où, en fait, j'ai pas honte de le dire. Et le programme, je me dis que ça fait tellement d'années qu'Angela va pas m'en vouloir et que personne ne m'en veut. J'ai réussi à en parler un petit peu dans certains articles de presse. Voilà, personne n'en a fait cas, a dit mince, en fait, elle savait. Même si non, certains. Personne ne le sait en vrai. Non.
Et on passe dessus comme ça. Mais moi, ça m'a demandé beaucoup de jeu d'actrice quelque part. Ça a été très dur parce qu'il fallait jouer entre mes parents, faire croire aux téléspectateurs que j'étais pas au courant. C'est très très dur. T'en as profité pour faire gonfler ton cachet? Pas du tout. T'as pas dit, mais en fait, là maintenant, je suis comédienne. Tu vois, en fait, avec le recul, je me dis que j'étais tellement naïve. Mais vraiment. Mais c'est pas grave, je suis comme ça. Hein, j'ai toujours cette candeur. Et tant mieux, je la garde. C'est ce qui fait que je suis comme ça. Mais j'étais très naïve dans le sens où j'aurais dû, même après émission, tu vois, profiter plus de cette notoriété. Et je l'ai pas fait. On va en parler, mais permets-moi encore de te poser une question Oui. par rapport à ce que tu viens de m'annoncer. Heureusement Je t'ai choquée. Mais oui, je suis choquée. La scène finale, Oui. Angelina, Oui. ça veut dire que c'était une fausse surprise de ta part. Oui. Et en plus, je trouve Tout qu'elle s'écroule. Je suis désolée. Mon monde s'écroule. Je suis désolée. En même temps, par contre, comme je l'ai toujours dit, mes larmes, elles n'étaient pas surfaites. Rien n'était surjoué. Quand je pleure dans l'émission, je pleure. De toute façon, il y a des émotions qui passent. Oui, je devais me surveiller. Et à la fin, je fais... Quand il m'annonce qu'il est comédien, alors que dans ma tête, je dis, mais je sais que tu étais comédien. Enfin, je le sais depuis le 3e jour. Mais tu sais, on est tellement pris dans le truc que même à la fin, je me suis dit, mais en fait, il est comédien, il n'est pas comédien. Ils sont comédiens, ils ne le sont pas. Je crois qu'on s'est tous perdus. Tu sais que Laurent croyait que j'étais comédienne aussi. Donc, en fait, je crois qu'on s'est tous... Mais Laurent savait que tu savais qu'il était comédien? Non. Il l'a jamais su? Non, ils ont surtout rien dit, puisqu'il y a eu que la journaliste et puis Angela qui était au courant de mes doutes. Et ils ont vite étouffé pour que... Et puis certainement que la productrice essayait de te réconforter en Ah mode oui. non, ne t'inquiète pas, Exactement. tout est vrai, c'est toi qui te fais des films. Oui, ça a toujours été dans ce sens-là. Dès que j'avais des doutes ou dès que je revenais dans le côté trop réalité, vite on me remettait vraiment dans le côté fiction. Hein. Mais alors qu'est-ce qui fait que pour te remercier ou pas, je ne sais pas, vous remportez avec Laurent Ornac 200 000 euros Oui. au lieu de 100 000 à vous partager. En fait, à la base, le contrat était prévu de 200 000 euros que pour moi, puisqu'en fait, je suis la seule candidate. Laurent est comédien, il est payé, lui. En fait, voilà, ce qui va en plus embrouiller la presse, les journalistes et même les téléspectateurs, c'est que Laurent a tellement bien joué son rôle de Laurent Fortin et pas de Laurent Ornac, à travers Laurent Ornac, que même les gens vont penser qu'il est candidat. Moi, du coup, je suis candidate, donc du coup, on devient les deux héros de l'émission, puisqu'on est deux, et tout le monde s'y perd. Alors qu'en fait, à la base, il y avait un seul contrat, c'est-à-dire que Glem Productions avait dit, c'est pour Adeline de Mon Accroix Fiancé, hop, c'est 200 000 points. Laurent, lui, était payé par Glem, avec les autres comédiens. Donc lui n'avait pas à toucher cet argent. Et ça veut dire que tu as touché 100 000 euros? J'ai touché 200 000 euros. Ah, tu as touché 200 000 Voilà. Et lui a touché 100 000? Non, lui, il a touché 50 000 euros pour le tournage. Ah, pour jouer la comédie? Oui. D'accord, pas en bonus. Après, je ne sais pas ce qu'il a eu comme bonus. Hein. Ok. Je ne sais pas. Après ça, et toi, tu as eu 200 000 euros? Oui. Qu'est-ce que je que t'as devais fait partager avec ma famille. Alors, qu'est-ce que j'ai fait avec? Qu'est-ce que tu as fait avec ces 200 000 euros? Il faut dire que tout le monde pensait que j'avais une éducation très stricte, etc., que je venais d'une famille hyper aisée. En fait, pas du tout. C'est juste que, je sais pas, on est bien élevés. Mais pourquoi tout le monde pensait que tu venais d'une famille très aisée? En fait, tu sais, pendant l'émission, si on regarde les images, je suis habillée assez... alors, c'est élégant, mais un peu strict, un Formel. peu très formel. Tu vois, j'ai souvent des petites tailleurs-jupes un peu esprit Chanel que j'adore. J'adore. Mais pour mon âge, à l'époque, c'est vrai que c'était un peu en décalé avec ce que j'étais. Et il faut dire que moi, quand je suis arrivée sur le tournage, j'avais mon bagage avec mes vêtements. Et ils m'ont pris mes vêtements, ils ont dit non, surtout pas tes vêtements, on t'a prévu ta garde-robe. Et qu'il fallait que j'incarne Adeline de Mon Accroix Fiancé. Oui, oui. Donc j'étais vraiment dans un rôle. Et le matin, je m'habillais non pas avec mes vêtements, mais avec mes vêtements de comédienne en fait. J'enfilais ma tenue. Mais alors ces 200 000, t'as fait quoi? T'as acheté un nouveau tailleur Chanel? Eh ben même pas. En plus, le pire, c'est qu'à l'époque, mon rêve, je me disais, oh mon rêve, ça serait d'avoir un sac Chanel et tout. Et je l'ai même pas fait. J'ai pas osé. Ouais, mais mais magnifique. Je l'ai jamais eu et je l'ai jamais acheté. Mais un jour, je me l'offrirai quand je gagnerai plein de sous avec ma boîte, avec mes produits. Et donc tu les as investis comment ces 200 000 euros? Alors j'avais acheté à l'époque un petit appartement sur Dijon. Très bien. J'avais pas de voiture, donc je me suis acheté une voiture. Bon, pas un truc de fou, hein. C'était une Opel Tigra à l'époque. Je me rappelle, c'était tendance. Tu sais, avec la petite décapotable de place, c'était mon kiff mignon. Tu sais, t'as 24 ans, voilà. Et puis après, je suis venue... la prod m'avait demandé d'être près de Paris, donc je me suis installée à Versailles à l'époque. Juste ça a été tourné au mois de février 2005 et diffusé en juillet 2005. Et tu vois, tu me suis? Complètement. Et donc entre deux, je suis venue m'installer à Versailles, dans le 78. Et en même temps, vu que j'avais des talents de comédienne incroyables,
Je me suis découverte vraiment une passion, j'aimais, je sentais que j'étais super à l'aise à la caméra, je me sentais bien dans ces rôles-là, même si je trouvais ça très dur parce qu'au niveau émotionnel, il faut aller chercher des émotions. C'est très très difficile, le métier d'acteur, d'actrice, je trouve ça très dur, mais tellement incroyable au niveau émotionnel, tout ce que tu peux donner, ce que tu peux faire, ce que tu peux transmettre. Et je m'étais vraiment découverte une passion. Et je suis allée prendre des cours, c'était l'atelier Fanny Vallon à Paris, donc c'est une comédienne qui donnait des cours de théâtre. Et on m'avait dit, il vaut mieux pour que tu sois crédible au niveau de la presse, si après tu veux faire du théâtre, du cinéma, de la télé, montrer que tu es capable, mais en dehors de l'émission, que tu as quelque chose. Et je l'ai fait. Et donc j'ai validé ma petite formation théâtre, j'ai fait des cours d'acting aussi, avant que l'émission soit diffusée. Mais finalement, l'émission va être diffusée, ça fait un carton, mais rien ne va se passer comme prévu finalement. Mais alors, pourquoi rien ne se passe pour toi et pourquoi tout se passe pour Laurent Hourenec? Alors ça, pendant des années, je n'ai pas osé trop en parler parce que je ne sais pas pourquoi, peut-être j'avais pas assez confiance en moi, j'avais peur des critiques, etc. Parce que je suis trop bienveillante et je l'ai protégé un maximum, Laurent, parce que c'est quelqu'un qui dans l'émission, j'avais lié vraiment une forte amitié, une forte connexion. Je l'ai vécu qu'une fois, et qu'avec lui. Donc c'est un truc de dingue ce qu'on a vécu. Sauf que moi, ce que j'ai vécu, je l'ai vécu avec mon innocence, ma naïveté, comme je t'ai dit tout à l'heure, le côté naïf. Et lui, il ne l'a pas vécu de la même manière. C'est-à-dire que sur l'instant, oui, mais très vite, lui, il a compris qu'il pouvait tirer bénéfice de l'émission et que s'il voulait réussir, il fallait surtout m'écarter. Parce qu'on avait plein de propositions en duo, tous les deux, après émission. Mais lui ne voulait pas être en duo. Alors, vous aviez des propositions en duo pour quel type de projet? Théâtre, télé, enfin tout ce qui pouvait, tout ce que tu pouvais avoir à l'époque. Il y avait des propositions de duo, c'est-à-dire Laurent et moi, donc le couple, si tu veux. Eh ben oui, c'était le couple qui était bankable. Et c'est ça. Et moi, j'étais pas contre. Au contraire, je me disais c'est super. Puis après, je me disais, une fois que les gens se seront un peu servis de notre image, on pourra enfin être libre et choisir ce qu'on veut. T'en avais parlé à Laurent? Oui, et lui au départ est d'accord, mais je pense qu'il va se faire. Après, je ne suis pas à la place de Laurent, donc très difficile de parler puisque j'ai jamais eu les réponses exactes finalement. Maintenant, j'imagine quand même qu'il a dû se faire un petit peu manipuler, et puis quand on lui a fait peut-être miroiter de dire si tu es tout seul, on va te trouver ça, tu vas gagner plus d'argent, tu pourras te faire une meilleure notoriété, profites-en maintenant de te séparer d'elle. Et c'est ce qu'il a fait, et moi je l'ai vécu comme une trahison. Tu t'es sentie lâchée par Laurent Hourenec? Complètement lâchée, je me suis sentie trahie. Pour moi, c'était une vraie trahison, parce que je suis jeune, je suis toute seule, je suis à Paris, j'ai personne pour me conseiller, je ne suis pas vraiment du milieu malgré tout. Et tu te trouves propulsée, d'un côté, tu as beaucoup d'articles de presse, je faisais énormément de photos, j'étais beaucoup demandée pour tout ce qui était, tu sais, je ne sais pas si on a le droit de citer les magazines, mais voilà, que ça soit Gala, Closer, tu sais, les choses tout ce qui était la semaine de la mode, tout, j'ai tout fait. Et c'était formidable, j'étais heureuse, parce que comme ça, je faisais aussi un peu de mannequinat, donc j'étais dans ce que je connaissais, mais avec cette notoriété, donc c'était super, les cachets n'étaient pas les mêmes non plus, donc j'étais tellement heureuse. Et de l'autre, ça va vite s'arrêter puisque Laurent, lui, va aller tout seul à TF1 sans moi. Ils vont lui trouver Camping Paradis et moi, il n'y aura pas la place pour moi à ce moment-là. Ah, c'est comme ça, c'est vrai qu'il a commencé dans Camping Paradis très rapidement. C'est ça. Il est devenu la star de Camping Paradis. C'est ça, et il y est resté. Et il est resté, puisque ça fait, je crois que ça continue encore. Tu étais en colère quand tu le voyais à la télé développer sa carrière d'acteur, honnêtement? Alors, au tout début, déjà, incompréhension, trahison, ça, j'ai eu du mal à le digérer. Parce que je me suis sentie vraiment isolée et puis trahie, déçue parce que j'avais tellement confiance en lui. Je pensais qu'on faisait un vrai duo, mais j'étais naïve. Tu vois, je pensais tellement qu'on était duo que c'était indéfectible, qu'on pouvait pas nous... Mais il te disait quoi quand tu l'appelais? Il m'appelait pas, il me répondait plus. Pendant des semaines, même après le tournage, à un moment donné, je me rappelle, il m'a laissé 3 semaines sans réponse. Je trouvais ça bizarre, je me dis pourquoi il me répond pas. Mais lui, de l'autre côté, il avançait déjà sur ses futurs projets. Et je essayais d'appeler? J'ai appelé, je faisais tout, il ne répondait pas. Et après, on s'est vu, c'est là qu'il m'a annoncé, c'était à la rentrée de septembre de TF1. Tu sais, on fait la grande photo de famille avec les journalistes et tous les gens qui ont marqué des programmes importants. On en faisait partie avec Laurent à cette époque-là. Donc, rentrée de septembre 2005. Et là, on se voit, enfin. On prend le taxi ensemble pour aller à cette réunion de rentrée. Et là, il me dit, il faut que je t'annonce quelque chose, ça ne va pas te plaire. Et là, il me dit, je vais faire cavalier seul, j'ai un contrat avec TF1, je suis désolée, je t'assure, je suis pas bien, voilà. Mais je me rappelle, je me fais comme un coup de bambou, je me dis, mince, là, ouais. Et je sais que ça va être compliqué pour moi, parce que moi, les propositions, c'était en duo d'abord, tu vois. Parce qu'à la base, je suis que candidate pour les gens de la télé. Et avec quel œil tu as vu sa carrière par la suite? C'est vrai que c'est devenu un acteur quand même de référence. Oui, alors après...
aussi bête que tu vas me trouver, peut-être, tu vas dire, mais elle est bizarre, mais en fait, je suis très contente pour sa carrière. Et quand il a réussi, ça m'a pas fait mal au cœur, tu vois. Je me suis pas dit, ouais, pourquoi il... Non, tant mieux, j'ai toujours dit, et je le dirai toujours, il y a de la place pour tout le monde. Là où je suis en colère, c'est que oui, il m'a évincé, il a tout fait pour que moi, je n'avance pas dans ma carrière. Et ça, je lui en veux pour ça. Pour le reste, je lui en veux pas. S'il avait pu faire du cinéma... Mais attends, c'est dur ce que tu dis. Il a tout fait pour pas que j'avance dans ma carrière? Oui, j'en suis... Bah oui, la preuve, puisque sinon, je pense que j'en serais pas là aujourd'hui. Je suis très heureuse de ma vie aujourd'hui, mais je veux dire, je pense que j'aurais pu faire d'autres choix aussi à l'époque. Parce qu'il aurait pu vouloir faire cavalier seul, mais sans vouloir te mettre des bâtons dans les roues. C'est ça. Et toi, tu estimes qu'il t'a mis des bâtons dans les roues? Oui, mais pas que lui. Hein. Je pense qu'il n'y avait pas que lui, il y avait plusieurs personnes. Pas... Tu penses que certains professionnels, certains de ton entourage, de Mon Incroyable Fiancé, ne voulaient pas que tu réussisses? Oui. Oui, pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être parce qu'il fallait pas, peut-être qu'ils, je sais pas moi, peut-être qu'ils attendaient plus de Laurent, peut-être qu'ils avaient des choses à voir ensemble financièrement. T'aurais pu faire de l'ombre? Je ne sais pas. J'ai pas eu toutes les réponses. Tout ce que je sais, c'est que ça s'est pas fait. Et je vais te dire, une fois, je vais en soirée, je sais plus quelle soirée où j'étais invitée, peut-être un défilé de mode, je sais plus. Et j'ai une personne, un monsieur qui arrive vers moi comme ça, puis il fait alors, comme ça, on refuse les contrats. J'ai commencé, on refuse les contrats. Il dit, j'ai laissé à votre attaché de presse, à TF1, toutes les demandes de contrats pour vous, il n'y a jamais eu de réponse, apparemment vous n'êtes pas intéressés. En fait, on avait chacun, avec Laurent, on avait le même attaché de presse et qui s'occupait de nous. Et cet attaché de presse-là en question ne m'a jamais donné les mails de différents types de contrats que je pouvais avoir, sans me demander. C'est-à-dire que lui, je lui en ai parlé, il m'a dit, écoute, je pensais que ça ne t'intéressait pas, je pensais que tu voulais faire que de la télé, du cinéma, donc tout ce qui était en dehors, je pensais que ça ne t'intéressait pas. Je dis non, en fait, tout m'intéresse. Fallait déjà me demander mon avis. Mais en fait, tout était verrouillé par TF1. Et du fait que moi, j'étais en exclusivité pendant 1 an encore avec eux, je dépendais d'eux. Donc, je n'avais aucun contrôle sur les personnes qui me demandaient de travailler pour eux. C'est eux qui décidaient avec quel magazine, quelle photo, qu'est-ce que je faisais. Donc, j'ai jamais pu voir, et je l'ai su après coup, qu'apparemment, il y avait des demandes de contrat pour moi qui n'ont jamais été... Si ça avait été aujourd'hui, 20 ans après, la Angelina, anciennement Adeline, que tu es aujourd'hui, comment tu aurais réagi face à ce type d'action? Ah, mais là, je pense que maintenant, avec beaucoup plus d'affirmation de soi, puisque je te l'ai dit tout à l'heure, je me serais vraiment plus rebellée et j'aurais tapé du poing. Je me serais pas laissée comme ça, un peu noyée, tu sais, à laisser les choses et puis à dire tant pis, tu vois. Il n'y a pas eu des téléréalités qui t'ont contacté par la suite? Je sais pas moi, Les Anges? Alors, j'ai été contactée par Les Anges pour faire Les Anges 2. Sauf que c'est en 2010. Et en 2010, je venais de rencontrer le père de mes enfants, avec qui je suis restée 13 ans. Et il m'a dit, écoute, ouais, je t'aime, donc à l'époque. Il me dit, mais bon, ça m'ennuie quand même que tu fasses Les Anges. Après, il dit, je veux bien que tu fasses, mais surtout, tu ne te mets pas avec quelqu'un. Et la prod me dit, nous, si on te prend, tu mets ton Pax, ton amoureux en stand-by, parce qu'on t'a prévu quelqu'un, tu vas jouer la comédie, tu vas tomber amoureuse de quelqu'un pendant le tournage, et voilà. Cache, on te dit ça comme ça? Et j'ai dit non. J'ai dit, non. Moi, je suis paxée, je suis amoureuse, je viens de me paxer. J'étais toute heureuse et tout. Je dis, non. Donc, du coup, j'ai pas été prise. Ah ouais, d'accord. Ah dis donc, je savais qu'il y avait des manigances, des caches comme ça. Ouais. Et de ce fait-là, encore une fois, tu vois, on est 5 ans après le tournage de Mon Incroyable Fiancé, puisque c'est 2005, on me propose en 2010 Les Anges 2. Et au final, je vais pas être prise parce que je mets mon veto, non pas d'y aller. Au contraire, parce que j'ai fait le casting et tout. J'y suis allée à Paris, j'ai fait mon casting. Et ils me disent, non, tu seras pas prise parce qu'il y avait ce côté où je refusais d'être célibataire, en fait, pour le tournage. On va parler de l'après, on va parler de ta situation familiale parce que tu es devenue maman. Bon, ça fait un petit moment maintenant, tu as deux adorables enfants. Mais pour finir sur Laurent Ournac et clôturer ce sujet-là, est-ce que tu savais à l'époque qu'il avait la volonté de perdre du poids? Parce que par la suite, il fera une sleeve, donc c'est une réduction de l'estomac. Est-ce qu'il t'en parlait? Alors après, déjà pendant le tournage, Laurent, c'est sûr que le poids, ça l'a beaucoup fatigué, épuisé, parce qu'il faut savoir qu'il avait pris 30 kilos de plus pour faire le tournage, déjà. Ah oui. Donc forcément, pour lui, c'est pas facile, parce que tu arrives avec déjà 30 kilos en plus, déjà que tu avais déjà un petit peu de poids, enfin de surpoids. Donc là, c'est plus du surpoids, là, on est vraiment sur de l'obésité. Donc évidemment que dès que le tournage va être fini, lui habitait Versailles aussi, donc je m'étais installée non pas pour lui, mais en tout cas on était proches et ça me faisait plaisir, quand on s'entendait bien, d'aller le voir. Entre le tournage, on a eu des moments ensemble, on a même été danser, parce qu'il sait que j'adore la salsa, on avait été danser un cours de salsa à côté de Versailles, tous les deux, quand on n'était pas encore connus. Et il me dit, oui, j'aimerais bien reperdre un peu de poids pour me sentir mieux en fait.
Donc je pense que oui, ça a toujours été un de ses combats. Il m'avait expliqué que petit, il a été rond, mais que ça gênait, que lui, en tant qu'homme, il aimerait bien être plus souple, plus svelte, plus léger, plus... Voilà. Et si JL Production, parce que c'est la production de Camping Paradis, je crois, si je ne me trompe pas, te passe un coup de fil et te dit on aimerait qu'Adeline, aujourd'hui Angelina, devienne comédienne dans Camping Paradis et réunir votre duo. Mais moi, j'aimerais trop le faire. Si c'était ça, ce serait trop marrant. Mais ce serait génial. Moi, je trouverais ça génial. Ça serait bon. Parce que tu vois, j'ai pas gardé d'animosité, moi, vis-à-vis du duo de l'émission. Moi, c'est que du bonus, c'est que du bonheur. J'ai eu la chance de vivre des choses extraordinaires. Tout le monde n'a pas eu la chance de vivre une aussi belle émission avec sa famille et avec autant de plaisir à le faire, à tourner, et en plus d'avoir des retours 20 ans après, encore très positifs. Même là, je te remercie d'être ici. Je te l'ai dit en arrivant, mais c'est tellement sincère parce que je me dis c'est quand même parce que j'ai fait cette émission que je suis là. Sinon, tu m'aurais pas invitée. Qu'est-ce que tu dirais à Laurent si demain vous étiez réunis? Alors, déjà, si je le vois, je crois que je dirais, écoute, faut qu'on parle sérieux. Non, j'aimerais juste qu'il me dise peut-être une bonne fois pour toutes pourquoi il a agi comme ça, et puis dire, ok, on passe à autre chose, quoi. En gros, c'était il y a 20 ans. Faut avancer quand même. Mais j'aimerais juste qu'il me dise, oui, pourquoi à l'époque il a fait ça, et puis après, ok, on met les compteurs à zéro, et voilà. Tu es devenue chef d'entreprise. Je suis devenue chef d'entreprise d'un centre esthétique de nouvelles technologies. C'est des appareils, différents appareils, lumière pulsée, radiofréquence. Donc c'est soit pour... Tu adores? Pour rajeunir? C'est ça. Parfait. Bah, tu es jeune, hein, tu fais jeune, donc, mais je pourrais conserver ta beauté et ta jeunesse. Donc je t'invite à venir à Dijon. Non, mais ça te plairait beaucoup, parce qu'on fait homme-femme. Comment s'appelle le salon? New Estime, qui veut dire une nouvelle estime de soi. C'est le logo de mon centre d'ailleurs. Donc c'est pas que faire de l'amincissement pour de l'amincissement ou faire de la beauté pour de la beauté. C'est vraiment pour aider toute personne qui a besoin aussi de se retrouver en estime d'elle-même. Parce que souvent, on parlait de Laurent avec son surpoids, quand on perd du poids, après la peau devient plus flasque, on n'est pas si bien qu'on croit. Et parfois, on fait ce qu'on appelle de la dysmorphophobie, c'est-à-dire qu'on ne se voit pas tel qu'on est. Et moi, je les aide à retrouver en fait une estime d'elle, et puis de se dire, oui, je m'accepte tel que je suis aujourd'hui dans mon corps. Et si le corps, il y a de la cellulite, s'il y a des cicatrices, je répare les cicatrices, je les efface au fur et à mesure. Et j'enlève les douleurs qui vont avec émotionnelles, en fait. C'est pas qu'un accompagnement, que beauté. Il y a vraiment... C'est un très joli métier. Mais j'adore ce que je fais. Et c'est en 2010, quand tu rencontres ton partenaire, que tu deviens maman? Alors, entre deux, j'avais eu une peine de cœur 2008, et du coup, je décide de retourner, parce que j'ai fait un peu de Club Med. Le Club Méditerranée, tu sais, c'est un club de vacances, peut-être tu connais, où il y a ce qu'on appelle des géos, les gentils organisateurs. Et bien avant déjà mon accro à fiancé, j'avais déjà fait quelques saisons à l'étranger là-bas, où je suis allée en Polynésie d'ailleurs. Je pense au palmier qui est derrière. Donc j'ai eu la chance de bosser à Bora Bora. Et en 2010, je me dis, oui, tiens, c'est le moment de partir à l'étranger. Je me décide de faire des petites saisons très courtes. Donc j'ai fait Napitia en Italie, et je me retrouve en Turquie pour une ouverture de boutique. Pas du tout dans l'esthétique, parce que je faisais esthétique, boutique, réception. Enfin, je faisais un petit peu de tout. Et j'arrive fin mai, là-bas en Turquie, je suis célibataire, je ne veux même pas entendre parler d'un homme, je me dis non, les hommes, pour moi c'est fini pour l'instant, j'ai trop déçu, trop de déception, trop de trahison. Et une semaine après mon arrivée, débarque, qui est aujourd'hui maintenant mon ex-conjoint, mais avec le futur père de mes enfants à l'époque. Et c'est le coup de cœur. Un footballeur, tout à fait, qui a joué aussi bien en Ligue 1, mon grand parcours aussi en Ligue 2. Ah bon? Oui. Oui, il a fait plusieurs. Oui, mais moi, j'y connais tellement rien. Alors, je vais te dire, quand je l'ai rencontré, moi non plus, et j'ai dû apprendre. Je ne savais pas ce que c'était d'être femme de footballeur. Je l'ai appris. C'est quoi d'être une femme de footballeur? En fait, c'est beaucoup de soutien émotionnel, mental. Je ne pensais pas. En fait, c'est dur d'être femme de footballeur. C'est très dur. Je pense que les autres femmes de footballeurs qui m'écoutent vont me comprendre, parce qu'ils ont quand même. Déjà, ils ont leurs entraînements. En fait, on mange foot, on parle foot, on est tout le temps foot, quoi. Si tu deviens un ballon, tu deviens un ballon. Non, je plaisante. En fait, on devient leur coach. Moi, je sais qu'il me disait, j'ai besoin de ton soutien, parce qu'il était attaquant, donc son rôle, c'était de mettre des buts. Donc, s'il met pas de but à un match, ou s'il rate son but ou son penalty, je sais que le lendemain ou le soir même du match, ça va être très très dur pour lui, et même pour nous en tant que femmes, c'est dur. L'ambiance, c'est pas terrible. Et les matchs, c'est toutes les semaines. C'est la gueule. C'est la gueule. Bah oui. Et c'est la gueule, c'était très dur. En plus, c'est quelqu'un qui était assez impulsif. Donc, et ça se répercute sur toute la famille. C'est ça. C'est ça. On a tous connu ça, non?
Je sais pas si tout le monde connaît ça. Après, moi, voilà, il était très... Disons que le foot, c'était sa passion. Il y avait le foot. Et bon, moi, je comptais aussi énormément pour lui, mais si j'étais avec lui aussi 100% dans sa passion. Donc c'est vrai que je me suis pris à mon propre piège là-dedans parce que je sais pas que j'étais pas son ombre, hein, j'étais quand même moi-même, mais voilà, j'étais vraiment devenue un peu le coach de mon ex-conjoint, quoi. Il était présent aussi pour toi en soutien? Alors non, au contraire, lui, il pouvait pas, émotionnellement, il ne pouvait pas être présent en soutien, mais pas du tout. Mais je le savais. Mais tu devais souffrir. Et j'ai beaucoup souffert dans cette Tu as dû relation. beaucoup pleurer. Tu veux me faire pleurer? Non, mais tu as dû beaucoup pleurer. Non, oui, j'ai beaucoup pleuré. Il y a eu des très beaux moments. Bah, je suis quand même restée 13 ans, mais 13 ans, il y a eu du lourd, du très très lourd. Qui te marque encore aujourd'hui? Oui. Maintenant, je vais beaucoup mieux. J'ai réussi à travailler sur moi. J'ai sorti énormément de choses l'année dernière où je me suis séparée. En plus, je venais d'avoir un deuxième enfant avec lui. Donc, c'est vrai que ma famille et mes proches n'ont pas compris. Ils m'ont dit, attends, tu te sépares, mais tu as un tout petit bébé, mais ça va pas. Pourquoi tu as fait un deuxième enfant? Fallait pas. Enfin, tu sais, toutes les critiques qu'on peut avoir. Ah bah oui, bah si tu avais pu tout prévoir. Hein, Mais j'avais pas prévu tout ça. Mais voilà. Et c'est vrai que, tu vois, par rapport à mon métier où j'accompagne les gens, mais, on a aussi parfois besoin de se faire accompagner. Et l'année dernière, j'ai fait un séminaire de pleine conscience. Je suis partie avec ma maman, ce qui n'était pas prévu, je ne devais pas l'accompagner. Et je ne sais pas non plus si j'ai le droit de dire le nom de la personne qui faisait le séminaire, est-ce que j'ai le droit d'en parler ici? Donc je suis depuis quelques années François Lemay. Après j'en suis plusieurs, hein. Je n'ai pas de mentor, je ne suis pas dans les trucs, j'aime pas tout ce qui est, ce qu'on peut dire les gourous, tu sais, du bien-être, non. Mais j'aime bien écouter plusieurs personnes, ça m'aide aussi, ça me fait un petit peu mon mantra à moi de me dire, allez, motive-toi en tant que chef d'entreprise, en tant que femme aussi. Et je suis allée donc l'année dernière à Paris avec ma mère. Et je m'attendais à un week-end, tu sais, très bohème. Il y avait 450 personnes. On devait méditer quasiment tout le week-end. Pour moi, c'était ça. En fait, c'est pas ça du tout. C'est-à-dire qu'en fait, François Lemay, qui était le coach de ce séminaire, déjà, il explique vraiment comment les phases, tu sais, tu as plusieurs phases. Tu as la phase où tu renais, la phase où tu es waouh, c'est génial, c'est enjoy la vie. Puis tu sais, tu as la phase un peu de mort de toi-même, quoi. Hein. Et donc, ça, c'est la phase 3, on va dire, avant de reprendre sur une phase 1. Et je crois que j'étais vraiment dans cette phase-là. Et c'est pas un hasard si je suis allée là-bas. J'ai pleuré, mais j'ai pleuré dans le sens où je me suis rendu compte que les 13 ans passés, déjà, je ne les ai pas vus passer et que j'étais pas si heureuse que ça, que j'étais peut-être plus amoureuse de cet homme avec qui je vivais, en fait. Mais je ne me l'étais pas avoué. Dans ma tête, je me disais, toute ma vie, je vais rester avec lui. Qu'il me considère, qu'il me traite mal ou pas, je pensais que c'était normal. Et arrivé à ce séminaire, en fait, je me rends compte que je n'ai pas le droit de vivre ça, que je dois me respecter, qu'on n'a pas le droit de me dévaloriser, de mal me parler ou de subir de la violence alors physique, c'est pas forcément physique, mais c'était vraiment de la violence plus psychologique. C'est la première fois que j'en parle vraiment. Hein. Pourquoi tu dis pas forcément en physique? Parce que quand on s'est rencontrés avec mon partenaire, au tout début, il a montré des signes de violence physique. Et on s'était déjà séparés parce qu'il y avait trop de violence. Alors physique, il ne mettait pas des coups de poing, mais tu sais, c'est des bousculades assez fortes. Ça peut être un coup de pied, ça peut être un pincement assez fort. C'était pas tous les jours. Je n'étais pas une femme maltraitée comme on l'entend. Tu sais, souvent on dit ah bah oui, elle se fait prendre des coups de poing, elle a des bleus, donc forcément elle est maltraitée. Mais si elle en a pas, elle ne l'est pas. Alors qu'en fait, c'est pas vrai. La violence, elle peut prendre plusieurs formes. Et malgré tout, c'était le love bombing, c'est-à-dire il m'a aimé fortement aussi. Il m'a aussi beaucoup choyée. Mais à l'inverse, je pouvais avoir des crises qui étaient souvent dues à son métier ou parce que lui-même n'avait pas fait de travail sur lui, qu'il n'arrivait pas à canaliser ses émotions. Et dans un huis clos comme ça, familial, assez isolé de tout, tu vois, où je pensais que c'était devenu... en fait, c'était devenu normal. Et puis, j'ai réussi à le quitter à un moment donné en 2012. On s'est séparés. Il y a eu plein de choses. Hein. J'ai fait des fausses couches, plein de choses qui ont fait que j'étais pas bien émotionnellement, mais j'étais sous emprise, en fait. Qu'est-ce que tu appelles, Angelina, des pincements, des bousculades? Quand tu disputes avec quelqu'un, tu vas pas forcément aller le pincer pour lui faire du mal parce que tu t'es disputé ou parce que... Non, moi, c'est ce que je pouvais avoir. Donc, devant du monde, si possible. Moi, je me rappelle d'une scène, on est en vacances, je raconte tout là, mais ça y est, tout le monde va savoir toute ma vie, mais bon, bref, c'est pas grave, de toute façon, c'est la réalité, puis voilà, c'est pas grave, je suis séparée, ça va, tout va bien. On était partis en Corse, on se dispute, une bêtise, on est près de la piscine, donc il y a quand même du monde, on est dans un hôtel, hein, donc
On est au bord de la piscine et il n'est pas content de cette dispute parce que forcément il y a du monde et que moi je me calme et j'essaye de le calmer. Et il est à côté de moi et il va me pincer, mais d'une force. Mais vraiment très, très douloureux, c'est très douloureux. Sans que personne ne voit rien. Non, sans que personne ne voit rien. C'est ce qu'on appelle, pour moi, de la perversion, vraiment. C'est ça qui est pervers. Et ça arrivait régulièrement? Il y a eu plusieurs fois comme ça, je te dis, sans compter des bonnes bousculades, ou voilà, à la maison, etc., les vaisselles qui volent, les insultes, etc. Donc là, j'avais décidé de partir. J'ai pu partir, mais je suis retombée dedans. J'étais incapable, j'étais pas assez forte, j'étais sous emprise, mais vraiment amoureuse, parce que je l'aimais, en fait. On m'a dit il n'y a pas longtemps, non, tu l'aimais pas, en fait. Tu croyais l'aimer, mais c'était pas de l'amour, en fait. C'est juste parce que tu étais sous emprise comme ça. Et j'ai pas honte de le dire, il le sait aussi, hein, il me le dit lui-même, parce que s'il regarde l'émission, il va peut-être pleurer, je ne sais pas. C'est lui qui va pleurer, mais ouais, il sait ce qu'il est, il sait ce qu'il a fait. Tu lui as déjà dit tout ça? Oui, bien sûr, je lui ai déjà tout dit. Qu'est-ce qu'il t'a répondu? Là, ces derniers temps, il m'a dit je me fais suivre, je vais mieux, mais la bonne nouvelle, c'est que je suis juste un manipulateur narcissique, mais je ne suis pas pervers. C'est ce qu'il m'a dit. les termes, hein, je me rappelle, donc c'est quand même dingue. Mais lui, il est toujours fou amoureux, il attend que je revienne à la maison, alors que ça fait plus d'1 an qu'on est séparés. Alors quand je me suis remis avec lui, évidemment que je lui avais dit, je te préviens, si tu remets la main sur moi, tu me reverras plus, hein, c'est fini. Donc il s'est toujours surveillé, il n'y a plus jamais eu de pincement, de bousculade, il y a eu par contre des fortes disputes. Et beaucoup d'insultes et beaucoup de dévalorisation au quotidien. Tu vois, quand j'ai monté ma boîte en 2000, c'était 2018 que j'ai ouvert ma boîte, donc mon centre. D'un côté, il était là à dire oui, je suis avec toi, je t'aime ma chérie, tu vas réussir. Et puis le soir, il me disait c'est à cette heure-là que tu rentres, il est 20h. Non, mais maintenant tu t'occupes d'Alessandro, on a notre premier enfant. Tu t'en occupes et tu mangeras qu'à 21h30. Et moi, je vais regarder la télé pendant ce temps-là, je vais me reposer, alors que lui ne travaillait pas forcément à ce moment-là. Tu vois, c'est des choses très bêtes, mais il y avait une dévalorisation toujours de « Ah bah oui, tu gagnes. » Moi, les 3 premières années, je n'ai pas sorti 1 centime de ma boîte pour moi. Et du coup, c'est lui qui pourvoyait à ma nourriture. Moi, j'ai toujours dit, pendant un temps, j'étais locataire de ma vie, tu vois, avec lui. Parce que c'était sa maison à son nom. On avait une super belle maison. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance. Et lui, il a eu des moyens confortables. J'en ai aussi profité. Et je ne vais pas cracher dessus parce que c'était confortable. Mais ça ne fait pas tout, tu vois. C'est pas parce que tu es dans une belle maison que si tu n'as pas d'amour dedans et que tu n'es pas respecté, que tu n'es pas valorisé, il faut partir. D'ailleurs, c'est un message que je fais aux femmes. Je devrais faire, tu vois, je me demande, mais maintenant, je ne sais pas si on en parle là, mais je me suis toujours dit, j'ai toujours eu un peu honte d'en parler. C'est la première fois que je le dis là. Même dans la presse, qu'on me demandait, ça va ça faisait un peu, tu sais, je parle très peu de ma vie privée, peut-être qu'il y avait une raison aussi. Bien sûr qu'il y avait des super moments, mais tous ces moments de dévalorisation et non-respect, ça fait qu'au bout d'un moment, moi, j'avais perdu foi en moi, en fait. J'étais plus... Et tout était devenu normal. Si on me parle mal, c'est normal, tu vois. Et c'est au moment où j'ai eu mon 2e enfant. J'ai accouché en 2022. Et février 2023, mon ex-conjoint me dit oui, il faut que ta boîte, ça va pas, parce que comme pendant 3 mois, j'y étais pas, le chiffre d'affaires avait baissé, j'étais en congé maternité, ça se passait très mal. Et il me dit en fait, ta boîte, c'est de la merde, tes produits, c'est de la merde. Donc, rends tout, hein, fais un dernier sacrifice, tu vas venir avec moi, on va partir dans le Nord, parce que lui était directeur sportif d'un gros club de foot, parce qu'il a arrêté sa carrière, mais il a continué dedans. Et il me dit, voilà, t'as qu'à te sacrifier, parce que je pense que dans un couple, il y en a un des deux qui doit se sacrifier. Je lui dis, mais je me suis déjà beaucoup sacrifié pour toi, quelque part. Donc, je pense qu'en fait, non, si on aime, on n'a pas à se sacrifier. Donc, c'est pas les bonnes valeurs. Et donc déjà, ces premières alertes, c'est février 2023. Avril 2023, je pars à mon séminaire pleine conscience en me disant, bon... Et vraiment, ça m'a tout fait remonter. Et je me suis dit, c'est là que j'ai vraiment pris conscience de dire, mais réveille-toi, qu'est-ce que tu fais ? Et tes enfants, quel exemple tu vas donner à tes enfants? Tu vas les laisser enfermés dans quelque chose? Parce que moi, je les surprotégeais. Mon grand, je le surprotégeais de son père. Je voulais surtout pas qu'il y ait d'insultes, de bousculades ou je ne sais quoi. Donc toujours à surprotéger, à faire attention à la maison, que tout soit comme ça pour que mon ex ne pète pas les plombs à tout moment. Donc toujours dans cette protection-là. Et ouais, c'était difficile. Et mon grand m'a dit un soir, m'a dit, maman, écoute, ça fait 2 heures, papa, il te crie dessus. Mais il me dit, t'es un ange, maman. T'es un ange, t'es belle, tu mérites mieux. Et il dit, nous aussi, on mérite mieux. Il dit, moi, je peux pas protéger mon frère. Hein. Donc tu dois nous protéger. On s'en va quand, maman?
Bon, je me suis dit, bon, bah là maintenant, tu vas affronter, tu vas lui dire que tu vas le quitter. Et je suis partie. En plus, j'avais rien. Moi, j'ai mon salaire de chef d'entreprise, mais pas du tout comme on imagine. Non, c'est je prends que ce que je peux prendre, donc le minimum. Des fois, je dis, je suis moins payée que mes apprentis, donc c'est un peu bizarre. Mais bon, voilà, moi, je donne tout pour mon boulot et j'aime ça. À côté, voilà, je fais de l'investissement aussi sur mes machines et ça me reviendra plus tard, donc c'est pas grave. Mais je suis partie sans rien et j'avais rien à moi. Donc ça a été un grand frein. Et en fait, merci la France parce que tu peux avoir des aides pour les mamans isolées. Enfin, moi, tout ça, je connaissais pas. Puis j'avais honte, tu sais, d'aller là-bas dire bonjour, j'ai besoin d'aide en fait. Ben non, il ne faut pas avoir honte et ton témoignage, il montre au contraire qu'il ne faut pas avoir honte et que c'est une preuve de courage de savoir demander de l'aide. Oui, et franchement, j'invite toutes les femmes, si elles subissent de la violence émotionnelle, mentale ou physique, ou même des bousculades, qui commencent par des bousculades. Ou même des pincements. Ou même des pincements. Vraiment à en parler déjà, à se confier, et puis d'avoir la force de partir. Moi, je pensais que j'étais dans l'incapacité de partir financièrement, et émotionnellement, encore plus avec le bébé. Je me suis dit là, comment tu vas faire? Puis au final, je suis dans une petite maison en location. J'ai réussi, j'ai pas grand-chose, mais ce que j'ai la paix. Donc j'ai tout en fait. J'ai la paix, mes enfants sont bien. Et ça se passe bien finalement avec mon ex-conjoint. On a évité du coup toute dispute, tout s'est fait. Ça a été compliqué, mais j'ai pu partir sereinement. Et tu ne regrettes donc pas tes choix? Ah non, je regrette pas, je suis soulagée, je suis vraiment en paix. Oh mais je suis trop bien. Et là du coup je suis bien. Donc, mais en tout cas, je tiens à te dire que tu as une très jolie aura. Merci beaucoup. Ah vraiment, tu as quelque chose d'extrêmement énergétique, tu as quelque chose d'extrêmement solaire, tu as quelque chose d'extrêmement doux. Vraiment, c'est agréable de t'écouter, de converser avec toi. Mais merci, vraiment. Mais je te renvoie le compliment parce que tu as une belle âme aussi, une belle âme. C'est gentil. Tu sais qu'on dit qu'on se reconnaît les âmes entre elles qui sont bienveillantes, etc. Il paraît que même qu'on dit on peut avoir des âmes sœurs en amis, je parle, pas forcément en amour. Et on dit souvent il y a des mêmes familles d'âmes. Peut-être tu fais partie de la même famille que moi. Et je pense que tes clientes et tes clients dans ton salon d'esthétique doivent être ravis. Tu vois, ils doivent avoir aussi cette facilité à se confier à toi, comme toi tu t'es confié aujourd'hui à moi. Exactement. Là tu m'as fait beaucoup parler. Tu as été très fort. Je pensais pas du tout que j'allais dire ça, surtout que tu sais, je me suis toujours empêchée de dire. Et c'est bizarre que j'ai réussi à dire tout ça et sans pleurer. Mais attends, non mais ça va peut-être te faire beaucoup de bien. Oui, je pense de libérer et puis finalement d'assumer ce que je suis aujourd'hui et ce que j'ai vécu et que c'est pas une honte. Parce que j'en avais tellement honte que c'est pour ça. C'est la honte en fait qui t'empêche. La honte de subir et de dire et de te rendre compte qu'à l'époque j'étais pas capable de partir. Aujourd'hui, maintenant que je suis libre, je peux parler. Tu vois, c'est bizarre, j'ai l'impression d'être sortie de prison, moi, en fait, c'est ça. Mais j'étais vraiment dans l'enfermement mental et émotionnel, mais vraiment. Et dans mon centre, quand je me dis dans mon centre esthétique, tu sais, quand je l'ai créé en 2018, déjà, New Esteem pour une nouvelle estime de soi. Il n'y a pas de hasard. Pas non. Mais je ne pensais pas qu'en fait, ça aussi, ça a été ma libération. Parce qu'à partir du moment où j'ai créé cette entreprise, ça m'a fait devenir chef d'entreprise. Donc ça m'a valorisé intérieurement, d'aller à mes objectifs. Ça m'a donné la force de me dire tu es capable. Même si à la maison j'entendais autre chose, mais ça me donnait. Et mes clientes, je les remercie si elles me regardent, et même mes clients, parce que j'ai des hommes qui viennent aussi. Ils ont tous été conducteurs aussi de ce que je suis aujourd'hui, parce que certes je les écoute, je leur fais du bien, mais eux me font du bien aussi. C'est un échange aussi quand on est en cabine. Tu sais, c'est les cabines de soins. On est comme toi et moi, on est que deux dans une pièce, donc c'est cocon, et on est vraiment dans le cocooning, et il y a beaucoup de choses, beaucoup d'échanges. Et je les répare, mais grâce à toute mon expérience. Je ne vais pas remercier mon ex, mais presque. Tu sais, il m'a fait beaucoup grandir malgré tout. Et si j'en suis là aujourd'hui, toi, des Laurent Ornac qui trahissent, ou des ex qui peuvent être violents, finalement, ça fait grandir quand on s'en sort et je peux aider à mon tour parce que dans mon centre esthétique, je reçois beaucoup de pleurs, de misère, de souffrance. Il n'y a pas que la souffrance physique et esthétique. J'ai des femmes qui ont été battues, des femmes aussi qui ont été avec des personnes narcissiques, j'en ai beaucoup. Des hommes aussi qui subissent parce qu'il n'y a pas que les femmes. Et j'ai vraiment de tout. Et du coup, je suis à même de les entendre et de les écouter, tu vois. Merci pour ce très beau témoignage, Angelina Toffoli. Parce que c'est un joli témoignage et c'est un beau parcours, malgré les difficultés que tu as traversées, que tu as rencontrées, qui te permettent d'être cette femme qui est aujourd'hui en face de moi. Et je remercie la vie pour tout ça. Et je te remercie encore de m'avoir invitée. Et merci pour ta confiance. Angelina, on te retrouve sur tes réseaux sociaux. Ton compte Instagram, c'est Angelina Toffoli-.
off. Oui. Je te remercie infiniment pour la confiance que tu m'as accordée au détour de cet entretien. Ouais. Je vous remercie aussi beaucoup à la maison pour votre fidélité et presque 10 ans après, vous êtes toujours plus nombreux. Bravo. Je m'en remets toujours pas, tu vois. Mais tu le mérites. Tu le mérites, c'est ça? Donc merci, tout simplement merci. On se retrouve très prochainement avec une nouvelle personnalité et toujours des confidences, vous le savez, hein, je l'espère, en toute intimité. Bye bye.